bienvenue à bord, je suis le capitaine Steffi Wolf et je vous embarque aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour un nouvel update lecture. Oui, aujourd'hui nous allons voir ensemble les 5 livres qui m'ont accompagnée tout au long du mois de janvier. La première lecture qui m'a accompagnée en ce mois de janvier, c'était La dernière des Valkyries de Eva de Kärlin aux éditions Alter Real. Alors je l'ai ici en numérique, pourquoi? Parce que je dois dire que cette couverture ne me plaît pas des masses. D'habitude j'aime beaucoup les couvertures de chez Alter Real, enfin j'aime assez. Elles sont quasiment toutes faites, ou en tout cas pour beaucoup, par Anna Stern-Jacob qui est l'illustratrice de cette couverture. Mais celle-ci, je sais pas, j'ai beaucoup de mal. Et par contre, quand j'en avais parlé avec l'autrice, et c'était ça en 2022, puisque ce livre-là, c'était la sortie que j'attendais en 2023, donc l'année dernière, enfin ouais, voilà. Quand j'en avais parlé avec l'autrice, elle m'avait clairement convaincue d'acheter le roman. J'avais été déçue en voyant la couverture, mais je me suis dit, on s'en fiche, tu vas le prendre en e-book. Et pourquoi elle m'avait convaincue? Parce que c'est de l'urban fantasy et que c'est un style qui me plaît de plus en plus. C'est chez Alter Real et pour moi c'est un petit peu gage de qualité maintenant. Enfin du coup maintenant depuis plusieurs années. Quoi d'autre? C'est de la mythologie nordique, évidemment. Alors ça, bon, voilà. Et en plus, ce qu'elle ne m'avait pas dit, mais que j'ai découvert à la lecture, c'est qu'il y a du vampire. Et alors là, laissez tomber. Mythologie vampire, non. Mythologie nordique, urban fantasy, vampire, c'est bon, je suis dedans. Et j'étais vraiment bien dedans. Alors pour la couverture, non. Par contre, l'histoire, elle est vraiment géniale. Alors dans cette histoire, on a Skuld, qui est donc la dernière des Valkyries, la dernière de son espèce, et qui essaie de rassembler plus ou moins des artefacts magiques, en plus d'essayer de survivre, hein, parce que quand on est la dernière, on se doute bien qu'il y a eu une élimination une à une, voire plusieurs d'un coup, de ses consoeurs. Du coup, voilà, elle craint un petit peu pour sa vie. Mais c'est quand même une combattante, une Valkyrie, hein. C'est une héroïne badass, comme on les aime en urban fantasy. Elle est parfaite, elle est drôle, parfois à son insu, et elle est amoureuse bien évidemment de la mauvaise personne. Cette mauvaise personne, c'est Aren, c'est un vampire. Avant d'être un vampire, il avait été un berserker, c'est-à-dire un guerrier, un peu l'équivalent masculin des Valkyries, si vous voulez. Un guerrier avec une rage énorme et donc très très fort. Sauf qu'il a été transformé en vampire, et que depuis lors, eh bien, il devient l'ennemi de Skuld, qui était pourtant son amante, son amoureuse, celle qu'il aimait depuis toujours presque, et que du coup ça marchait plus entre eux. Hein. Dans ce roman, ce que j'ai apprécié, ce qui m'avait donné envie de le lire, c'est qu'on a beaucoup, pas trop, mais un parfait dosage entre mythologie nordique. Ça vous en avez à foison quand même, enfin je veux dire il faut aimer. Alors bien sûr si on n'aime pas, on peut tout à fait lire ce livre en étant profane, c'est-à-dire en n'y connaissant rien du tout en mythologie nordique, mais si on aime, franchement on trouve tout ce qu'on souhaite là-dedans. Pas trop, parce qu'il y a quand même une place faite également à la romance, mais une romance qui prend pas toute la place, puisque c'est un petit peu un enemies to lovers, et que en fait elle essaie plutôt de le fuir, Aren, hein, et que le peu de fois où ils se rencontrent c'est explosif, mais au sens où oui elle a de l'attirance pour lui, mais en fait elle en avait pour le berserker qu'elle était avant, pour le vampire plus du tout. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué comme au niveau de ses sentiments, et ça c'est très bien. Au niveau des sentiments, on a aussi des sentiments familiaux, parce qu'on découvre que cette dernière Valkyrie, elle est peut-être la dernière de son espèce, mais qu'elle a plus ou moins fondé, lisez le livre, une famille, et donc vous avez des liens familiaux dedans qui sont très forts, et qui sont un petit peu les liens d'une mère avec son enfant, un enfant pas ado, mais qui commence un petit peu à se découvrir, qui découvre le monde, pas parce qu'il est ado, hein, c'est un adulte, mais plutôt parce qu'il a été couvé assez longtemps et que donc là, éventuellement, il pourrait commencer à se rebeller, voilà. Et donc il y a pas mal de choses, c'est un mélange détonnant. On a du combat, de l'action, mais on a aussi des sentiments, on a une quête de ces artefacts, de ces objets magiques, et puis on a derrière pas mal de complots au niveau des divinités, et c'est donc vraiment un mélange excellent. Voilà pourquoi j'ai mis à ce livre la note de 18,5 sur 20. Le second livre que j'ai lu en janvier, c'était Le Temps des Chimères de Bernard Werber, qui est donc le dernier Werber qui est paru, que j'ai reçu en cadeau de Noël, merci, et que j'ai bien évidemment lu. Pourquoi? Parce que Bernard Werber, tous les ans, j'en demande un, parce que c'est mon mentor, c'est mon auteur français favori. Sauf qu'avec le temps, y a des livres qui m'ont moins plu. L'année dernière, celui que j'ai lu était excellent, parce qu'il me rappelait d'autres livres qu'il avait fait dans sa jeunesse, ou que moi j'ai lu dans ma jeunesse.
Celui-là m'a un tout petit peu moins plu. Pourquoi? Parce qu'on y parle d'une scientifique, Alice Kammerer, qui décide de faire des chimères qui sont 3 nouvelles humanités. Elle voit bien que le monde court à sa perte, que bientôt les humains se feront déborder par on sait pas trop quoi, un changement climatique énorme ou quoi que ce soit, une guerre nucléaire peut-être. Et donc elle se dit il faut absolument que l'humanité survive, mais elle ne peut pas survivre telle qu'elle est. Là, il faut qu'elle soit un petit peu modifiée, un petit peu changée. Voilà pourquoi elle va créer 3 différentes sortes d'humanités. Donc des humains hybrides qui seront à chaque fois désolée, qui seront à chaque fois donc une hybridation entre 2 espèces, donc humain et puis dauphin, humain et puis taupe, et enfin on a humain et chauve-souris. Mais pas vampire, hein. Tout à l'heure avec les Valkyries on était chez les vampires, mais pas ici. Donc cette Alice Kammerer, elle va créer ceci avec l'aide de Kevin Stirling, bref, peu importe, Kevin, qui est lui également un chercheur, un scientifique comme elle, mais lui il étudie le nucléaire. Et donc grâce à son apport, en fait, ils vont immuniser ces 3 hybrides, enfin ces 3 races, ces 3 espèces, contre le nucléaire, puisqu'après tout, si jamais il y a une catastrophe nucléaire, et ben, au moins eux, ils seraient immunisés, autant que faire se peut. Comme autre protagoniste, on a Benjamin Wells. Alors la famille des Wells, la dynastie devrais-je dire des Wells, c'est la grande famille qui suit Werber dans presque tous ses romans. Pourquoi? Parce que dans quasiment tous ses romans, il me semble, j'ai pas souvenir d'avoir lu des romances, hein. On a l'encyclopédie du savoir relatif et absolu qui est écrite par les Wells. Alors Edmond Wells pour la première, et ensuite les enfants, les petits-enfants ont continué ce projet. Dans cette encyclopédie, on trouve de tout. On trouve des explications sur, je sais pas, bon, les fourmis, prenons les fourmis à la base, comment fonctionne une fourmilière. Mais on a ici par exemple la recette de la fondue. Voilà, tout simplement. Ça va d'un point scientifique précis à une recette, à la vie des punaises de lit, à plein de choses. Et ça, c'est vraiment des choses que j'aime retrouver chez Werber parce que ça ponctue le récit, ça lui donne une certaine légèreté et en même temps, ça vous apprend pas mal de choses. C'est quand même quelque chose, ça fait beaucoup de choses, qui est cher à Bernard Werber, qui est de nous apporter quelque chose à travers la lecture. Et ici, ce qu'il nous apporte, en dehors de la recette de la fondue, c'est une réflexion sur l'être humain, sur ce qu'est l'humanité, qu'est-ce que c'est qu'être humain. Alors, un être humain, et qu'est-ce que c'est que être humain. Et vraiment, c'est très intéressant. Ce que j'ai un petit peu moins apprécié, c'est tout d'abord le côté scientifique, qui est quand même vraiment présent dans cet ouvrage-ci. Le côté assez science-fiction quand même, parce que on est projeté dans le futur quand même. Beaucoup de quand même, décidément je me répète. Mais voilà, c'est un petit peu moins mon genre de lecture, mais ça reste du Werber, ça reste fluide à lire, il y a de l'encyclopédie, voilà. Et il y a autre chose qui m'a un petit peu moins plu, mais qui est un petit peu le revers de la médaille. Vous voyez, il y a cette réflexion sur l'être humain. Et quand vous faites cette réflexion, vous vous dites, l'être humain, il est quand même vachement narcissique, parce que il se dit, il faut absolument que je survive sur cette terre. Ah oui, pourquoi en fait? À quoi on sert sur cette terre? Je veux dire, on vit très bien, et alors si on devait s'éteindre, ce serait pas si grave. Et en fait, ça nous fait découvrir le côté narcissique de l'être humain, et ça j'ai moins aimé, mais en fait j'ai moins aimé parce que c'est cette réflexion-là que j'ai pas trop aimé, et qui malheureusement est parfaitement réaliste, voilà. Donc pour toutes ces raisons, j'ai mis à ce roman la note de 16,5 sur 20. Ma troisième lecture est un prêt, donc je vous mets simplement l'image ici. Il s'agissait de La Cité des Brumes Oubliées de... je prends mon carnet parce que désolé les noms... je sais pas dire. Sachiko Kashiwaba, désolé si j'écorche monumentalement ce nom, mais voilà. Donc dans ce roman-ci, qui est un roman jeunesse de même pas 200 pages, on a en fait ce qui a inspiré Miyazaki pour Le Voyage de Chihiro. Et donc c'est pour cette raison que ce livre me faisait envie. Quand un élève m'a proposé de me le prêter, oui parce que c'est un prêt d'élève, j'ai dit bien sûr, évidemment, volontiers, merci. Et donc je l'ai lu, il se lit très vite, hein, c'est un jeunesse, comme je vous dis, il n'y a pas 200 pages, et c'est... toutefois, même en étant un jeunesse, ça apporte une certaine réflexion sur le travail, parce que notre héroïne, ça a beau être une gamine, Lina, elle est...
on lui dit si tu travailles pas, tu manges pas, tu dors pas, tu te laves pas, voilà, il faut travailler dans la vie, c'est comme ça. Alors bien sûr c'est un petit choc hein, pour des êtres humains comme nous qui se disent que les enfants ne doivent pas travailler, hein, mais enfin pas comme ça parce que là vraiment elle travaille, c'est-à-dire elle range des livres, elle fait dans une bibliothèque, dans une librairie, elle va aider un monsieur dans une boutique, elle va aider plein de gens, donc c'est vraiment du travail qui n'est rémunéré que par le fait qu'elle puisse dormir, manger, loger, enfin voilà. J'ai trouvé cette lecture assez sympa. Toutefois, elle est très contemplative, hein. Vraiment, on est... c'est un petit peu ce que j'associe à des lectures japonaises, c'est qu'on est dans la contemplation, on va suivre cette jeune fille d'une boutique à une autre, d'un travail à un autre, et il lui arrive en somme toute pas grand chose. Alors dans chaque travail, évidemment, il lui arrive quelque chose, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas vraiment une aventure avec une quête du début à la fin. Alors si, il y en a un petit peu une, je sais, je me contredis. C'est-à-dire qu'elle arrive dans cet endroit plus ou moins enchanté et puis le but vraiment ça va être d'en ressortir pour retrouver ses parents. Pas du tout pour retrouver ses parents, là je confonds, mais pour tout simplement rentrer chez elle en fait, parce qu'elle vient là en vacances, son père l'envoie dans une pension, elle y va, elle se rend compte que pour pouvoir loger dans cette pension, il faut qu'elle travaille, et voilà, et après les vacances sont terminées, elle s'en va. Voilà. Et donc, ce roman a inspiré Miyazaki pour Le Voyage de Chihiro. Or dans Le Voyage de Chihiro, que j'avais grandement envie de revoir à cause ou grâce à cette lecture, on retrouve pas tout à fait cette histoire. On a la fillette qui part, qui perd ses parents, alors on retrouve des personnages, hein, la vieille qui se transforme en espèce de tête d'oiseau ou je sais plus quoi là, c'est la vieille de la pension, elle a un regard un peu d'aigle également, elle est vraiment, elle lui fait ci, il fait ça, elle paraît très méchante. On a aussi l'inventeur, mais Miyazaki il s'en est inspiré de très loin et c'est tant mieux parce qu'il nous donne un animé qui est de grande qualité, mais voilà, il faut pas faire comme moi, il faut pas attendre de retrouver le livre, pas du tout. On voit les inspirations, mais c'est tout. Et pour revenir donc à cette lecture qui est un jeunesse et qui est assez contemplatif, alors moi quand c'est contemplatif, j'aime bien quand il y a de l'action quand même, hein, mais c'était pas mal, et ce qu'on trouve et que j'ai bien aimé, c'est l'aspect un peu merveilleux des contes pour enfants, enfin des contes de manière générale. Parce que oui, vous avez cette avenue extravagante qui est pleine de merveilleux en fait, d'une magie qui est pas une magie comme on peut voir dans les séries télé ou dans les livres d'aujourd'hui, mais qui est vraiment la magie des contes, la magie du merveilleux, des contes de fées. Et ça, c'est très appréciable, c'est reposant, c'est rafraîchissant, peut-être aussi tout simplement parce que c'est de la jeunesse, mais de ce point de vue-là, ce livre m'a bien plu. Et c'est pour cette raison que je lui ai mis la note de 16 sur 20. Alors, le livre que j'ai lu ensuite, c'était Le Cloître des Vanités de Manon Ségur aux éditions Crainte Chimère. Et je dois dire, la première chose, c'est que j'ai pas aimé lire ce livre, au sens où la police d'écriture n'est pas terrible, elle m'a pas plu, elle me fatiguait. Souvent je devais mettre les lunettes pour lire alors que normalement mes lunettes c'est pour voir de loin, donc bon voilà, pour lire j'en ai pas besoin. Là c'est écrit tellement petit, c'est bizarre, donc l'action de lire ce livre j'ai pas trop aimé. En revanche, l'histoire, elle, m'a assez plu, puisqu'on retrouve ici Cernin, qui est un démon, et qui a construit un lieu qu'il appelle le Cloître des Vanités, qui est un lieu mystérieux, qui est un lieu qui va bouger et qui va un petit peu s'adapter à sa victime, parce que Cernin va se nourrir d'humains, il va les capturer grâce à son cloître, et ce sont des humains vaniteux, du coup, qui veulent de l'argent, qui veulent une famille, mais un petit peu trop, qui veulent, je sais pas moi, des relations sexuelles, enfin ce genre de choses, hein, de la vanité tout simplement, qui veulent de la beauté, bref, voilà. Et donc, il va attirer ces humains, il va les mettre dans un piège, les nourrir de temps en temps pour pouvoir se nourrir lui jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'humains, quoi, voilà. Enfin, dans son piège. Et Cernin va rencontrer une première femme qui va tomber dans son piège, vaniteuse, hein, et qui se nomme Hermine. Mais il va l'apprécier différemment des autres humains, parce que Hermine, elle a beau être une roturière, parce que oui, pardon, cette histoire est une romance historique, on est ici en 1231 en Occitanie, donc voilà. Donc ça a beau être une roturière, elle est très réfléchie, elle est très intelligente et elle sait ce qu'elle veut, elle sait
comment y arriver, et vraiment elle est très intéressante pour Cernan de ce point de vue là, donc va se tisser entre eux un lien qui n'est pas du tout le même que celui qu'il a avec ses autres victimes. Il va ensuite rencontrer Agnès, qui est également une femme mais qui elle n'est pas du tout vaniteuse. Et pourtant, à un moment donné, elle va réussir à le suivre dans son cloître. Mais elle le suit, elle n'est pas attirée par le cloître. Et donc lui, il va la faire sortir, mais il va se dire « j'ai envie de la corrompre un petit peu parce que je veux la connaître davantage. Elle est pure, je veux la connaître. » Agnès, c'est une parfaite. Elle appartient donc à une religion qui n'est pas celle... qui est pratiquée par tous dans le village où s'est établi Cernan, et il y a donc entre ces deux religions une espèce de petite guerre, hein, comme il y a toujours, j'ai envie de dire, dans les religions. Et donc, à travers cette histoire entre Cernan, ces deux femmes, et puis plein d'autres personnages, on voit un peu cette guerre de religion, et c'est très intéressant d'un point de vue historique. Moi je ne le savais pas du tout. Je sais bien sûr qu'entre protestants et catholiques il y a des petits problèmes, tout comme il peut y avoir plein de problèmes entre toutes les religions. Et donc voilà. Et ce Cernan, il va vouloir un petit peu corrompre, comme je disais, Agnès. Agnès qui pour moi a un prénom parfait puisque c'est un peu l'Agnelle, quoi. Elle est tout à fait candide. Pourtant elle a vécu le pire, hein, mais elle est... Vraiment, elle avait vraiment vécu le pire, mais elle est pourtant comme une sainte en fait. Bon voilà, elle pourrait être canonisée, que ce serait vraiment pas étonnant. Et donc lui quand même, il a envie de savoir comment, pourquoi elle arrive à être comme ça, et est-ce qu'il pourrait peut-être pas faire quelque chose. Et bien sûr là-dedans, je vous ai dit tout à l'heure que c'était une romance historique. À vous maintenant de lire ce livre pour savoir si cette romance elle est entre Cernan et Hermine ou entre Cernan et Agnès. Et franchement, de ce point de vue là également, c'est un livre très très intéressant. Et donc pour toutes ces raisons, j'ai mis à cette lecture la note de 16,5 sur 20. Le dernier livre que j'ai lu en janvier, c'était un e-book, c'était Mon voisin, mes amours et autres contrariétés de Lorenza. C'est un roman auto-édité, comme tous les livres de Lorenza. Et c'est un roman qui a changé de couverture. Avant il avait celle-ci, mais c'est pas du tout adéquate. Celle-ci l'est beaucoup plus déjà parce que apparemment c'est ce qui attire de plus en plus au niveau des feel good, ce genre de couverture là. Mais en plus ça se passe au niveau de Noël. Alors le début non, hein, mais la majeure partie de l'histoire, on va dire 60 à 70% de l'histoire, c'est entre décembre et janvier. Donc clairement on est mieux là-dessus. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Cette histoire, c'est celle d'Ariane Delaunay, qui est une jeune femme, ouais, trentenaire, qui vit à, alors bientôt trentenaire, c'est important d'ailleurs, qu'elle ne le soit pas encore, qui vit à Aix-en-Provence de deux jobs, c'est-à-dire qu'elle fait visiter... elle fait visiter la ville, elle fait des visites touristiques, mais qu'elle prend un petit peu par... c'est-à-dire qu'elle raconte des histoires un petit peu croustillantes, en plus de l'histoire avec un grand H. Et son deuxième job qu'elle aime beaucoup moins, il est dans une banque, il est de rappeler les gens pour leur dire « Hey, vous avez pas payé !» Et bon bref, ça paye les factures, mais c'est pas terrible. Mais Ariane, surtout, ce qui est important à savoir sur elle, c'est qu'elle est parfaitement... pleine de maladresse. Elle est gauche au possible cette fille, il lui arrive mille et une choses, en plus elle est allergique à presque tout, donc c'est un petit peu difficile de vivre quand on est Ariane, et c'est un petit peu difficile bien sûr de vivre à ses côtés. Et lors d'une visite d'Aix-en-Provence, donc le tout début du roman, elle va rencontrer Noah qui est un Américain ou un Italien, on sait pas trop, et elle va lui tomber dessus littéralement, hein. Et surtout ça va s'avérer être son voisin, donc il va se tisser entre eux à un moment donné une amitié qu'elle aimerait peut-être bien éventuellement transformer en romance. Pourquoi? Parce qu'en fait Ariane, elle veut absolument avoir quelqu'un avant ses 30 ans, elle veut pouvoir présenter quelqu'un à sa famille, quelqu'un qui serait son petit ami. Or ce jeune américain, eh bien il semble parfait pour le poste, puisqu'il n'a personne, que bientôt c'est les vacances de Noël, et donc elle va lui proposer de venir avec elle dans sa famille, dans la Drôme, et quand sa famille lui dit « Oh c'est ton petit ami, chouette, tu nous le présentes enfin », et ben elle va se dire « Ouais, c'est mon petit ami, allons-y ». Et donc il va s'en suivre plein d'aventures rocambolesques pour la pauvre Ariane. Sa sœur Cassandre, qui est la femme parfaite, elle a eu 2 filles, des jumelles, mais elle est parfaite, hein. Comme toutes les mères voudraient être, j'ai envie de dire, enfin, en tout cas, c'est cette espèce de sacro-sainte image que l'on a de la femme parfaite qui pourtant a des enfants, qui les élève super bien, mais qui est aussi une businesswoman excellente, enfin bref, voilà, l'image un peu que la société veut que l'on soit. On a également le frère
Achille, le grand frère, qui est lui avocat au barreau d'Aix-en-Provence et qui a certes eu pas mal de petites amies, mais bon, c'est pas le plus important. Pour lui, l'important c'est la carrière et il est excellent dans ce qu'il fait. On en a un autre qui est excellent dans ce qu'il fait, c'est Jason, le plus jeune de la famille, mais qui est presque considéré comme le presque jumeau d'Ariane, parce qu'ils ont seulement 9 mois d'écart, hein, donc retour de couche, désolée, mais... Et voilà, et lui il est parfait, pourquoi? Parce que malgré un handicap, il arrive à faire de sa vie quelque chose d'excellent. Il est professeur de danse, il est très adroit, il est drôle, il aime rire, enfin bref, c'est tout l'inverse d'Ariane. Et donc dans cette joyeuse famille va être balancé Noah, notre américain qui parle très bien français et qui connaît les us et coutumes, mais qui parfois s'en mêle un petit peu les pinceaux quand on a des proverbes ou des façons de parler, des tournures de phrases qu'il ne va pas tout à fait comprendre, et donc ça va un petit peu le tourner en dérision, mais voilà, c'est juste pour être drôle. Ce qui est moins drôle en revanche, c'est la façon dont la famille d'Ariane traite Ariane. Et ça, je dois dire que ça m'est vraiment resté en travers, parce que c'est ce qui m'a fait aussi baisser ma note pour ce roman, parce que j'étais tellement prise dedans en fait. C'est ça, j'ai pas réussi à me détacher, à être objective par rapport à ma lecture, tellement ils sont infects avec elle. Je veux dire, la pauvre, elle est allergique, elle est maladroite, c'est vraiment pas sa faute, enfin je veux dire, c'est comme ça, il y en a qui ont 2 mains gauches, qui ont jamais enlevé les moufles, et ben elle, c'est ça, en fait. Et à chaque fois, ils lui tombent dessus, ils lui disent oui, ben voilà, mais c'est pas grave, on t'aime quand même. Oh, Ariane a encore fait une bêtise, mais c'est pas grave, on t'aime quand même. Et donc il y a cette espèce de bienveillance mal placée qui m'a, moi, profondément énervée. Et tellement énervée du coup que ça m'a fait, comme je vous ai dit, baisser ma note. J'ai mis à ce roman la note de 15/20, mais principalement à cause de la famille d'Ariane, parce que j'ai trouvé qu'au bout d'un moment, c'en était trop. Ce roman, c'est un feel good, elle doit essayer de s'en sortir, mais il y a tout le monde qui lui met la tête dans l'eau, quoi. Et voilà, donc en fait, je crois que j'ai pas réussi à me détacher de cette lecture, et c'est pour ça que ma note est aussi basse, alors que vraiment, j'ai adoré... j'ai beaucoup aimé cette lecture, j'ai beaucoup aimé l'histoire, je veux dire, mais non, la famille, j'ai pas pu. Vraiment, la famille, j'ai pas réussi. Toutes ces lectures, bien sûr, entraient dans le Cold Winter Challenge. Je vous laisse d'ailleurs les retrouver, en tout cas au niveau des chroniques écrites, en barre d'informations, comme d'habitude. Je vous mets également en barre d'infos le lien vers ma vidéo pour retrouver ma palle du challenge. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lui mettre un petit pouce vers le haut. Si vous voulez qu'on discute de ces ouvrages ou des ouvrages que vous avez lus en janvier, les commentaires sont là pour ça. Et bien évidemment, si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, je vous invite à le faire. Quoi qu'il en soit, ce que je vous invite également à faire, c'est à vous rendre sur mon site steffiwolf.fr. Pourquoi? Parce que vous en saurez davantage. Là, en bas, vous avez les liens directs vers les chroniques, mais vous aurez bien évidemment l'avant-première pour toutes les chroniques du mois de février. Et puis également, je vous parle un petit peu de mon côté autrice. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, donc je vous laisse naviguer tranquillement sur YouTube. Quant à moi, je crois qu'il est temps d'aller bosser. Tchuss!